Décalage horaire fait pas trop mal, non? Ça va faire mal plus tard. OK. Là, c'est bon. Juste après l'entrevue. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Le podcast Au fond des filets, commandité par Carlsberg, la bière officielle de Canada Soccer et probablement la meilleure bière au monde. Bienvenue à Au fond des filets. Très heureux de vous présenter mon prochain invité parce que mon prochain invité, c'est un peu grâce à lui que vous pouvez jouer au soccer sur un rooftop à New York. C'est un peu grâce à lui que les banquiers de Wall Street sont capables de taper dans un ballon. C'est un peu à cause de lui que vous avez vu Olivier Giroud venir marquer un but au Stade Saputo cet été. C'est presque à cause de lui que vous avez failli voir Ronaldinho jouer en MLS. Et c'est grâce à lui aussi qu'on verra un nouveau complexe de soccer à 5 à La Salle dévoilé au cours des prochains jours. Jérôme Méry, comment ça va? Ça va super content d'être là. Je disais, lorsqu'on m'a dit, salutations à Arcadio Marcoudi d'ailleurs, qui est celui qui m'a tendu une perche il y a plusieurs semaines maintenant, lors d'un match du CF Montréal au Stade Saputo, m'a dit, Jérôme Méry, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Il devrait être là dans les jours qui précèdent l'ouverture du troisième Soccer Off? Troisième Soccer Off. À Montréal, parce que vous en avez 5 aux États-Unis. Ouais, on en a maintenant 6 aux États-Unis avec New Haven, 5 à New York et 1 à New Haven, 3 à Montréal. Bon, ça veut dire qu'aux États-Unis, ça fait maintenant 6 que j'ai pas visité. Mais et voilà. Et là, si tu attends encore, il y en a encore beaucoup trop que tu vas pas visiter. Ouais, ça, c'est comme les McDo, ça, je suis pas capable de suivre. Non, mais Arcadio m'a tendu une perche, puis j'étais très heureux de t'accueillir, très heureux de t'avoir. Et quand il m'a dit son avion atterrit à 10h30, je me suis dit, c'est pas si pire, là, c'est 1 heure et quelques de vol. Moi, je pensais que tu arrivais de New York, mais là, tu arrives tout juste de France? Juste de Paris. Ouais. J'étais au Parc des Princes il y a 2 jours, à la Fédération de football française hier, et là, j'arrive pour être à Montréal, trop content. Bon, tout ça se plug très bien dans une conversation. Là, question de faire un peu de marketing. Ce qui est en partie ta job, le marketing, parce que tout ce que j'ai nommé tout à l'heure, ça dit pas explicitement que tu es à la tête d'une agence. Elite Athletes, officiellement, toi, tu le dis comment? Elite Athletes Agency. Okay, qui est la mission première, parce que vous faites beaucoup de choses. La mission première, c'est quoi? Écoute, au tout départ, je vais te raconter un peu du début, mais au tout départ, en fait, ce qui change ma vie, c'est que, un peu par hasard, je me fais repérer par un coach aux États-Unis alors que je fais un stage à Los Angeles. Et j'ai une bourse pour jouer au foot aux États-Unis dans une grande université américaine. Et en fait, ça change ma vie. C'est en Caroline du Sud, ça? Ouais, exactement. C'est un petit choc quand même. C'était un bon petit choc. Mais j'ai passé 2 ans extraordinaires et je me suis dit, en fait, il faut que je monte une agence, il faut que je monte une structure pour aider tous mes copains en France qui n'arrivent pas à passer pro, à obtenir des bourses dans les universités américaines. C'est en quelle année, ça? Ça, c'est en 2010. Quand même. Ouais, ça fait 15 ans. Et donc, je monte cette agence qui, à ce moment-là, s'appelle University Elite Athletes. OK. Et en fait, je démarre ça, je commence à envoyer pas mal de jeunes dans les universités américaines, c'est super. Et très vite, j'ai mon réseau footballeur pro, parce que j'ai toujours baigné un peu là-dedans, qui me rejoint et qui me dit, voilà, on sait ce que tu fais pour les jeunes, est-ce que tu peux le faire pour les moins jeunes, les joueurs professionnels? Fait que là, on a revu la carte d'affaires, on a enlevé le mot university. Exactement. Et parce donc, que c'était contraignant. On a commencé à placer quelques joueurs en MLS, et donc on est devenu Elite Athletes Agency. Et donc, en fait, on a deux grands pôles. C'est le pôle où on aide les sportifs dans toute l'Europe à partir dans les universités. Donc là, c'est tous les sports. C'est le foot, mais c'est aussi le tennis, le track and field, le volley, la natation. Donc ça, c'est le grand pôle numéro 1. Et le pôle numéro 2, c'est que j'aide les clubs de MLS à recruter des joueurs à l'international. On est en train de monter depuis 2-3 ans un pôle numéro 3 qui est aussi la représentation de jeunes sportifs, parce qu'en fait avant je représente que les clubs de MLS, et après on a un département, on a des gens qui s'occupent de représenter quelques jeunes pépites
en France, aux États-Unis. Ça, on commence un petit peu à le faire, vraiment sélectionner des profils. Donc ça, c'est la troisième partie. Mais donc voilà, Elite Athlete, ça fait les trois choses. Parce que dans le fond, la distinction que tu fais avec la dernière partie, c'est que jusqu'ici, tu es essentiellement un entremetteur. Tu es là pour un facilitateur. Tu es là pour la durée du deal. Une fois que le deal est fait, toi, tu passes à autre chose. Tu n'as pas de pourcentage ou tu n'as pas de lien encore avec le joueur ou le club spécifiquement. Ouais, en fait, ça dépend comment j'arrive sur le deal. Souvent, c'est des clubs de MLS qui me disent, voilà, on a besoin de ce type de profil et moi, je vais, avec mon réseau en Europe, je vais trouver le type de profil. Et puis, soit c'est moi qui négocie avec les agents ou avec les joueurs, soit je laisse négocier. Tu vois, ça dépend. Et parfois, c'est les joueurs ou les agents qui m'appellent et qui me disent on veut jouer en MLS. Et dans ces cas-là, j'appelle les clubs de MLS, je dis est-ce que ça peut vous intéresser? Donc, tu vois, mon rôle, c'est vraiment de faciliter les deals. Et de faire comprendre au monde européen qu'est-ce que c'est que la MLS, promouvoir la MLS et ramener les meilleures opportunités du football européen ou africain, tu vois, aux États-Unis. Si tu as un troisième pôle où tu représentes, je dis tu, là, c'est, bien sûr. Tu parles au nom de l'agence, je présume que tu as l'autorité pour faire ça. C'est bon. Si tu as tes propres joueurs que tu représentes, la MLS, est-ce que tout d'un coup, ils se disent « Ouais, mais là, il y a un conflit d'intérêts? » Ouais, absolument. Moi, il faudrait que tu délaisses. Moi, je n'ai pas le droit de représenter les joueurs. OK. Voilà. On a un département qui représente les joueurs et d'ailleurs qui ne les représente pas en MLS. Parce que c'est toi personnellement qui travaille avec la MLS, c'est pas l'agence. Exactement. Et en fait, notre département qui représente les joueurs, il va les représenter surtout en Europe. On ne va pas représenter les joueurs en MLS, sinon ça peut créer des conflits d'intérêts. En MLS, vraiment, on essaye de représenter les clubs. Voilà, on a des contrats de consultants avec soit la ligue, soit des clubs. Et donc, on fait vraiment attention à ça. Et tu vois, on sépare bien les départements. T'expliques tout ça, j'ai l'impression qu'il y a un peu beaucoup d'a posteriori dans tout ça, parce que tu l'expliques avec beaucoup de clarté. Quand on t'entend, on a l'impression d'avoir le whiz kid qui était à sa 2e année d'université, qui avait un vision board dans sa chambre puis que c'était tout tracé. En même temps, te ramasser dans la cour des grands, parce qu'en MLS, il y a cette particularité-là. Tu deals avec une entité unique. Ouais. Tu deals avec la MLS. Les joueurs, leur salaire ne vient pas du CF Montréal, corrige-moi si je me trompe, mais Exactement. ça vient de la MLS. Donc, si la Ligue, dans son ensemble, veut choisir une compagnie, une personne, bien, tout le monde passe à travers cette personne-là parce qu'elle a été l'heureux élu. Comment tu te ramasses là? Tout le monde n'est pas obligé de passer par moi, attention. Hein. Non, mais tu es une personne de confiance pour la Ligue dans son ensemble. Quand tu fais bien ton travail et que tu aides les clubs et que tu vois que tu ne veux pas profiter de situations et que tu aides et que parfois tu te mets en arrière et tu ne te mets pas en avant et ainsi de suite, ça fait que maintenant, depuis 15 ans que je fais ce travail-là, les clubs ont de plus en plus confiance, la Ligue a confiance. Et en fait, tout a commencé... j'ai commencé vraiment par chance à signer 2 joueurs à New England Revolution, qui étaient Didier Domi à ce moment-là, qui était latéral gauche du PSG, Newcastle, Olympiakos, et Ousmane Dabo, qui était capitaine de la Lazio Roma et de Manchester City. Et c'était des amis que je connaissais de mes associés. Donc, je les signe. Tu as dit, tu vas voir, le stade est extraordinaire, le terrain est d'une qualité impeccable. Viens jouer en Nouvelle-Angleterre sur le terrain synthétique. Mais quand je les fais venir à Boston, on va visiter Harvard, on va visiter le stade à Foxborough, on va visiter le centre d'entraînement et ils sont impressionnés. Même avec le Foxborough? Mais t'imagines, tu rentres dans ce stade football américain qui est énorme, ils se disent c'est extraordinaire. Tu le vois pour les Patriots. Bah ouais. Tu l'amènes voir Tom Brady, c'est plus vendeur. Exactement. Mais ça va changer, il y a le nouveau stade qui va arriver, ça va être génial. C'est vraiment une belle franchise. Et en fait, ce qui a changé dans ma vie, surtout, t'en parlais tout à l'heure, c'est quand le frère de Ronaldinho nous contacte et nous dit, voilà, il est à Flamengo, il n'est pas payé, on aimerait une expérience en MLS. Et en fait, je me retrouve à 23-24 ans à négocier le plus gros contrat de l'histoire de la MLS pour Ronaldinho. Il s'en allait où? Avec Est-ce que c'était décidé? New England Revolution. Ah ouais. Parce que à ce moment-là, c'était le seul club que je connaissais. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Et donc, je me retrouve à négocier. Qui coachait à cette époque-là, te souviens-tu?
Ouais, Stevie Nicol, Oh boy. bien sûr. Ronaldinho aurait joué pour Stevie Nicol. T'imagines? En Nouvelle-Angleterre. C'était extraordinaire. Et donc, je fais venir le frère à Boston. On négocie devant Todd Durbin, qui est le patron du Player Development. Sunil Gulati, qui est là parce que, au-delà d'être le président du US Soccer, il était aussi président un peu de New England Revolution. Ah oui? Ouais, Ça, je me rappelais pas. ou advisor, tu vois. Il y a Mike Burns qui est là, il y a le président de New England Revolution, Brian Bielo, tu vois. Et là, je me retrouve devant tous ces gens à la table à négocier ce contrat. Et pour les gens qui nous écoutent, là, moi, je l'ai vécu avec un événement. J'étais là pour un Q&A avec Ronaldinho à Québec, qui est passé à Québec l'hiver dernier. C'est un peu un cirque, là, dealer avec Ronaldinho puis sa gang. Là. C'est pas facile. C'est pas la négociation ou la communication la plus facile. J'ai jamais autant transpiré. Ah ouais, t'es sérieux? Parce qu'il y avait tous ces gens qui étaient venus de partout des États-Unis. OK, on s'était donné rendez-vous à Boston. Et j'attendais le frère de Ronnie, Roberto, que je connaissais bien. Et en fait, il est pas venu le premier jour. Je l'ai attendu à l'aéroport toute la journée. Il n'est pas venu. Et alors, t'imagines, j'ai le président du US Soccer, président de la MLS, président de New England. Ils sont là. Dit Jérôme, tu vois, qu'est-ce que tu me fais là? Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est terminé. C'est pas... Et en fait, il m'envoie un texto dernière minute. Il me dit, non, tranquille, j'arrive demain, en fait, j'arrive demain. Et donc, le lendemain, je l'attends à l'aéroport, je transpire, je dis, est-ce qu'il va venir? Et il est venu. Et en fait, le fait qu'ils viennent, qu'on commence à négocier, qu'on soit pas loin de faire le deal, on n'a pas réussi à le faire finalement parce qu'au dernier moment, Ronnie a voulu rester au Brésil pour avoir une chance de jouer à la Coupe du Monde avec l'équipe nationale. Mais ça a fait que tous ces présidents-là m'ont dit Who are you? Ils ont vu ce gamin négocier ce contrat. Qu'est-ce que tu penses qui a attiré leur attention? Tu parles des présidents? Oui. Par rapport à toi? Je sais pas. À mon avis, ils se sont dit comment ça se fait qu'un petit jeune de 24 ans qui a l'air d'avoir la tête bien faite. J'avais fait des belles études, des études d'ingénieur, des études de finance. J'étais dans le foot, j'étais en college soccer. Ils se sont dit peut-être que ce petit jeune, il peut nous aider, il peut nous apporter des choses. Et en fait, c'est Todd Durbin qui est venu me voir et qui m'a dit j'aimerais beaucoup développer des choses avec l'Europe. Est-ce que tu as des idées? Et puis, si tu veux nous aider aussi à connecter nos clubs avec des clubs ou des agents sur place, tu sais, à ce moment-là, la MLS avait encore une grosse emprise sur le recrutement pour les équipes. Donc, il y avait des consultants MLS qui aidaient toutes les équipes à recruter. Et donc, je suis devenu consultant. C'est comme ça que Nacho Piatti est arrivé avec un consultant en Argentine. C'est exactement ça. Et donc, je suis devenu consultant. Et au même moment, ce qui a aussi énormément aidé ma carrière, c'est que j'ai l'idée avec Fred Lipka, qui est maintenant au Player Department, qui est le vice-président du Youth Player Development à la MLS, et qui était à ce moment-là directeur du centre de formation à Paris, au Racing. On a l'idée d'organiser une formation pour les formateurs. On voulait former les formateurs américains. En fait, moi, j'avais identifié qu'en Amérique du Nord, on avait un nombre de joueurs, un pool de joueurs extraordinaire, plus de 22 millions de joueurs. Et je me suis dit, comment ça se fait qu'il n'y en ait pas un qui joue la Champions League? À ce moment-là, il n'y avait pas encore, je crois, Landon Donovan, qui était le joueur qui avait fait le mieux, tu vois, en Europe. Et je me suis dit, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il doit y avoir un problème dans la formation. Et donc, j'ai convaincu tout le monde de créer un partenariat entre la MLS et la Fédération française de foot. Un partenariat qui existe encore. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'il existe, où la Fédération française de foot forme les formateurs. Donc, tous les formateurs qui sont dans les centres de formation de MLS viennent se faire former avec la FFF et avec notre programme. Écoute, je ne sais pas s'il y a une référence, s'il y a des références. Quel étalon de mesure vous utilisez pour juger du succès ou non de cette démarche-là? Si ça roule encore, parce que ça fonctionne. Je suis allé en bon gars qui stocke ses invités sur Facebook. Je suis allé faire un tour sur ton Facebook. Ça a capté mon attention. Ta photo en bannière, c'est justement un regroupement d'entraîneurs de MLS. Ouais. Puis en arrière, tu as Wilfred Nancy qui était là pour la formation. Je pense qu'il était le tout premier délégué candidat du CF Montréal. Premier candidat du CF Montréal. Et en fait,
tu vois, avec ce partenariat-là, les premiers candidats, c'était Wilfried Nancy, c'était Greg Vanney, c'était Luchi Gonzalez, c'était Chris Leach, c'était Jovan Kirovski. Tous ces noms-là, vous les connaissez parce qu'ils sont devenus soit head coach de MLS, soit directeur sportif. Jovan Kirovski, aujourd'hui, il est presque directeur sportif à l'AC Milan. Et tout ça, c'est devenu mais très, très proche. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on a passé 8 semaines de formation ensemble, on a vécu des choses extraordinaires. Toi, tu formais? Moi, je ne formais pas, mais j'adaptais le contenu français à la formation américaine. Pour que ce soit pertinent dans une réalité exactement, nord-américaine. parce qu'il y a des choses qui ne sont pas pertinentes. Comme quoi, par exemple? Tu vois, par exemple, il y avait des aspects sur la mentalité. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de coacher les Américains ou les Nord-Américains sur la mentalité, parce que la mentalité de gagneur, elle est déjà là. Tu vois, de compétiteur, elle est déjà là. Donc, il y a des aspects où on n'avait pas besoin. Il fallait on aille focus sur certains aspects où vraiment il y avait des besoins, tu vois. Comme quoi? Comme le terrain. Comme making sense for the kids. Tu vois, c'est vraiment donner un sens à tout ce que tu fais sur le terrain. C'est-à-dire que aujourd'hui, je te donne un exemple très rapide, mais il va te faire comprendre. Quand tu veux travailler sur tes attaquants, au lieu de donner la consigne à tes attaquants, et en Amérique du Nord, avec la culture un petit peu foot américain, basket, baseball, tu avais une tendance à dire il faut que tu cours comme ça, il faut que tu crosses comme ça, il faut que tu tires comme ça. Et nous, on essaie vraiment de casser ça en disant ne donne pas la consigne aux attaquants. Quand tu veux travailler sur tes attaquants, donne la consigne aux défenseurs. Et laisse l'attaquant se débrouiller tout seul pour développer son IQ. Trouver la solution. Et pour trouver la solution. Et c'est comme ça que tu vas développer son soccer IQ. Tu vois? Donc, c'est des exemples comme ça. On a déconstruit beaucoup de choses quand on est arrivé pour construire. Et donc, ça génère énormément de liens avec tous ces gens-là. Et donc, après, on a eu Philippe Lafroy. On a eu tellement de monde de Montréal que voilà, j'ai un lien particulier avec Montréal. Et surtout, j'ai participé à la venue de Didier Drogba. OK. Fait que là, t'auras compris que c'était à quelque part dans mes notes. Pardon, je suis allé trop vite. Non, pas du tout. Ça commence comment? Le début de tout ça, là, parce que nous, ce qu'on sait, c'est que ça passe par Chicago avec la fameuse liste de découvertes que personne comprend et personne connaît l'existence des listes de découvertes jusqu'à temps que quelqu'un soit pas sur ta liste de découvertes. Puis là, c'est le bordel. Puis tout d'un coup, on se rappelle que ça existe. Ensuite, il y avait une volonté de sa part de s'en venir ici. Il y a un deal entre Montréal et Chicago. Ça fonctionne, finit par débarquer ici puis faire halluciner toute la sécurité à Trudeau parce que personne ne s'attendait à ce qu'autant de personnes débarquent à l'aéroport pour accueillir Drogba. Mais ça part de où? Écoute, à ce moment-là, donc, je suis encore consultant MLS moi, je connaissais très bien les agents de Didier. Au pluriel, hein? Ouais, parce que ouais, au pluriel. En fait, il avait un agent français et un agent sénégalais avec qui il était très proche et je connaissais très bien les deux. Le même réseau, tu sais. Excuse-moi, je t'interromps. Juste pour expliquer aux gens, parce que je pense que j'ai jamais eu quelqu'un qui est capable d'expliquer, d'abord qui a l'expérience, mais qui est capable d'expliquer aussi clairement puis démystifier un peu cet univers-là. Parce que le feeling que j'ai, c'est quand vous êtes dedans, tout fait du sens. Mais quand on est à l'extérieur, de savoir que tu as un agent sénégalais, un agent européen, ça fonctionne comment? Est-ce que ces gens-là travaillent ensemble? Est-ce que c'est toi, tu es sur les deals à tel endroit dans le monde, moi, je m'occupe des autres? Comment ça fonctionne? Écoute, c'est sûr que dans le foot, parfois, il y a des choses extraordinaires, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Là, l'organisation, elle était très claire. C'est Pape Diouf qui avait créé cette agence. Pape Diouf, c'est l'ancien président de Marseille. Pabius est tombé un peu malade où il a pris Marseille, donc il pouvait plus s'occuper de l'agence, donc il a mis un proche à lui qui était déjà proche de Didier parce qu'il le connaissait de Côte d'Ivoire et tout ça, avec un agent français. Ils ont créé l'agence ensemble et sont devenus très proches. Donc là, c'était vraiment très clair et moi je connaissais ces gens parce qu'ils faisaient partie de mon réseau parisien du football et donc en fait, je les appelle et ça faisait longtemps que Didier, il se posait la question des États-Unis. Donc, ça faisait, tu vois, ça faisait 2-3 ans qu'on en parlait. Et là, il y a eu vraiment cette opportunité où on s'est dit, c'est le bon moment.
C'est le bon moment. Là, il y a vraiment une opportunité. C'était pour le sportif ou le côté brand à ce moment-là? Te souviens-tu si... Non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Amérique du Nord, ça intrigue tout le monde. Ça intrigue tous les joueurs. Et il y a cette culture du basket, du foot américain. Nous, en Europe, on adore cette culture nord-américaine. Et donc, quand tu vas... tous les joueurs, ils sont intrigués par la MLS. Ils sont intrigués par le marché nord-américain. Donc... et c'est pour ça que moi j'ai une porte d'entrée extraordinaire avec tous les joueurs, c'est que quand je leur parle, je suis pas l'Arabie Saoudite ou la Chine où parfois ils peuvent me fermer la porte et je suis pas intéressé. Ouais. Ils sont tous intéressés, mais tu vois, certains beaucoup plus que d'autres. Ouais. Et Didier, il s'est dit, voilà, j'ai fait une belle carrière, ça peut être vraiment un challenge intéressant parce que c'est une culture qui m'intéresse. La MLS n'était pas là où elle était encore, mais tu vois, il y avait déjà Thierry Henry, Rafa Marquez, David Beckham, tu vois, il y avait déjà des très belles histoires. Et en fait, je vais t'expliquer comment ça s'est fait. Donc moi, je suis consultant à ce moment-là, et c'est effectivement Chicago, j'en parle à quelques clubs, et c'est Chicago qui pose la Discovery Option. Donc le droit à découvrir le talent, ce qui bloque les autres clubs pour le recruter. Mais j'ai aussi Nick DeSantis qui m'appelle et qui me dit écoute, on pourrait être vraiment intéressé. Là, il y a un truc à faire avec la communauté francophone à Montréal. Je pense qu'on peut faire un truc magnifique. J'en parle un peu au Player Department à la MLS et on se dit que ça peut être génial, mais on doit suivre les règles. Et en fait, on organise à Londres, j'organise un meeting entre le MLS Player Department, Chicago Fire, c'était Brian Bliss qui était là à ce moment-là, Didier lui-même et ses deux agents. Et on fait un super rendez-vous. Un super rendez-vous. Didier est assez touché. Ils avaient amené des t-shirts pour ses enfants et tout ça. C'était, voilà, on fait un bon rendez-vous et il se dit, ouais, why not? Et en fait, celui qui va changer la donne, c'est José Mourinho. José Mourinho était venu plusieurs fois à Montréal. Tu dois savoir mieux que moi. Je ne sais pas pourquoi, mais il était venu plusieurs fois. Et Didier l'avait appelé en disant, qu'est-ce que tu penses? Je veux aller en MLS. Et José avait dit, si tu as le choix, va à Montréal. Et donc Didier... De tous les clubs, c'était pas Chicago? Non, parce qu'il savait qu'il y avait le choix entre Chicago et Montréal. Il dit, voilà, si tu as le choix, va à Montréal, c'est génial. J'ai eu des super expériences. Et donc, c'est là où Didier m'appelle et avec ses agents et il dit, voilà, moi, je suis prêt à venir, mais il faut que ce soit à Montréal. Make it happen. Make it happen. Et donc là, on est dans une situation particulière. Et donc... on explique la situation un petit peu à Chicago. On dit, voilà, aujourd'hui, il n'est pas prêt à venir à Chicago. Est-ce que vous êtes prêt à négocier le droit à ce que Montréal puisse? Et puis, ils ont négocié entre eux. Nick DeSantis a appelé Brian Bliss. Ça s'est fait aussi avec les propriétaires. Je pense que Joey Saputo et les propriétaires de Chicago Fire. Ils ont récupéré la Discovery et on a pu signer Didier à Montréal. Tu as été impliqué dans l'arrivée d'Olivier Giroud aussi. J'ai eu des discussions ici au podcast au cours des dernières semaines qui étaient intéressantes parce que Giroud, son arrivée a fait beaucoup de bruit. Son passage ici à Montréal a fait beaucoup de bruit aussi, pas seulement parce qu'il a marqué face au CF Montréal puis ça a un peu ruiné le party en fin de match, mais bon. Mais il y a aussi le constat a posteriori, mes mots, pas les tiens, d'échec parce qu'il est reparti. Puis on sentait que c'était pas le fit qu'on espérait au départ. Est-ce que ta job est de plus en plus facile parce que tu as tellement d'exemples de gars qui sont venus ici, qui ont connu des belles carrières, qui ont gardé un bon niveau, qui ont fait de l'argent aussi parce que ça, c'est une donne qui change? Ou est-ce qu'au contraire, ça devient de plus en plus difficile parce que même des gars comme Olivier Giroud peuvent se trouver à un endroit où, tu sais quoi, ça ne fit pas, alors qu'il y a 15 ans, tu aurais mis Olivier Giroud dans n'importe quelle équipe. D'abord, il aurait joué sur des terrains de football américain, il aurait joué avec des gars qui étaient plus que moyens techniquement, mais il serait ressorti du lot facilement. Écoute, pour répondre à ta question de manière très pragmatique, aujourd'hui, mon job, il est de plus en plus facile pour convaincre les joueurs. Maintenant, les clubs de MLS veulent des profils de plus en plus forts.
Donc, aller chercher et plus précis aussi, je présume. Et plus précis. Aujourd'hui, les structures de recrutement des clubs sont beaucoup plus évoluées. Il y a la data, il y a des scouts en Europe, il y a des scouts aux États-Unis, des scouts en Amérique du Sud. Donc, c'est vraiment beaucoup plus structuré qu'il y a 10 ou 15 ans. Olivier, quand il est arrivé, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait déjà une ou deux stars dans l'équipe. Et il y avait Denis Bouanga qui marchait très bien, que j'ai fait venir de Saint-Etienne, qui est un joueur qui est un formidable exemple que je donne à tous les joueurs. Il est arrivé, je l'ai pris à Saint-Etienne en Ligue 2, il a signé à Los Angeles et maintenant il est devenu une star de la Ligue et il a 10 fois le salaire qu'il avait à Saint-Etienne et il est très heureux. Et il y a eu des offres des plus grands clubs européens pour essayer de le faire revenir et des plus grands clubs mexicains pour le faire revenir. Donc ça, c'est comme tu disais, c'est des super exemples à montrer à tous ces joueurs pour les convaincre et pour leur dire voilà, il y a vraiment un truc super à faire en MLS. Pour Olivier, donc il est arrivé en fait et je pense que le club s'est pas forcément mis au service d'Olivier parce que ça marchait déjà très bien. Sans lui. Avant son arrivée. Avant lui. Et donc, ça n'a pas fité. Et je pense que le coach a fait un choix de dire, voilà, moi j'ai un système qui fonctionne. Je vois que ce système, il ne convient pas forcément à Olivier. Je vais donner plutôt la priorité à ce système qu'à Olivier, ce qui a généré un peu de frustration, un peu de tension. Ce qui est sûr, c'est ton point tout à l'heure, c'est que s'il était venu 5 ans avant ou 10 ans avant, tout le monde aurait changé son système pour Olivier. Ah ouais, exact. Et en fait, la MLS, elle évolue un petit peu, tu vois. Donc, on peut dire que c'est un échec, on peut dire que c'est un signe de faiblesse ou c'est un signe de force de la part du club. Exact. En fait, tu peux le prendre comme tu veux. Ça dépend d'où tu le vois. Ce qui est sûr, c'est que Olivier est un grand, grand joueur. Et on voit ce qu'il fait en France, à Lille. Ouais. C'est extraordinaire. Et on se dit qu'il aurait pu faire des choses extraordinaires en MLS. Ça n'a pas fité à ce moment-là. Comme ça peut ne pas fitter pour certains joueurs. Tu vois, il y a des exemples qui sont assez incroyables. Regarde Miguel Almiron à Atlanta. Là. Le mec, il a été vendu 26 millions en Europe. Il a joué en première ligue à Newcastle. Tout le monde le voulait. Et on a réussi à le convaincre pour venir en MLS. Et là, la saison est compliquée. Tu vois ? Et donc, c'est pas le seul gros transfert d'Atlanta non plus avec. Je vais pas appuyer sur là où ça fait mal. Mais avant qu'Arthur Blank appelle. Mais si tu veux, ça te montre que parfois, il y a des feats qui se font pas et peut-être qu'il faut un peu plus prendre le temps. Mais ça, c'est des exemples très isolés pour moi. Donc, pour revenir à ta question, il y a quand même énormément d'exemples de joueurs qui flambent en MLS, qui reviennent en Europe. Il y a beaucoup de transferts maintenant de MLS en Europe et ça, on le montre. Des joueurs qui arrivent avec une carrière moyenne, qui sont en MLS et qui deviennent top et qui sont retransférés en Europe. Et ça, on a énormément d'exemples. Et ça, c'est des super exemples. Et maintenant, comme on essaye de recruter de plus en plus jeunes, ça montre que quand tu pars en MLS, tu te fermes pas le monde du football. Non. Tu te l'ouvres beaucoup plus parce que tous les recruteurs regardent la MLS maintenant. Almiron, Drogba, Giroud, Bouanga. Là, ce qui me vient en tête... Je peux t'en sortir plein. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Sans-en pas plein, parce que là, je veux prendre une tangente un peu différente, puis je veux que tu continues à te faire des amis à travers la MLS. Les équipes de recrutement servent à quoi s'ils ont besoin de toi à ce point-là? Non, c'est pas qu'ils ont besoin de moi à ce point-là. Aujourd'hui, c'est eux qui identifient les joueurs ou c'est moi qui les amène et après, ils étudient, si tu veux. Aujourd'hui, on est facilitateur. Donc toi, c'est tes contacts? Donc moi, j'ai la chance. Relationnel? Comme j'étais là il y a 15 ans, un peu au démarrage de tous ces projets, je suis un peu devenu monsieur MLS en Europe. Et c'est ce que j'ai travaillé, tu vois, quand j'étais consultant MLS, mon rôle c'était vraiment d'être dans les médias. J'étais consultant sur Eurosport pour la MLS, ainsi de suite. J'ai travaillé cette image de façon à ce que les gens, quand ils pensent à la MLS, on a envie d'aller en MLS, il y a peut-être quelqu'un qui peut nous aider, c'est Jérôme Méhari. C'est la porte d'entrée. Voilà, mais je suis pas la porte d'entrée exclusive. Il y a des gens qui veulent aller en MLS et qui n'ont pas besoin de moi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des clubs qui ne m'utilisent pas, qui n'ont pas besoin de moi. Et il y a des clubs qui se disent Jérôme, d'une part, il va m'aider, mais en plus, il va me faire économiser de l'argent. Parce que quand les clubs ou les agents ils voient les Américains arriver,
ils se disent waouh, on va pouvoir les faire payer, les Américains. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, t'es la caution morale européenne des Américains. Exactement. Et moi, je viens dire attention, là, vous surpayez. Attention, lui, on peut lui faire payer ça. Et donc voilà, c'est pas. Il n'y a pas que l'aspect sportif. Il y a aussi l'aspect connaissance des salaires, connaissance des transferts, connaissance des directeurs sportifs. Et faciliter toutes les relations pour que ce soit smooth, tu vois, pour que ça se passe bien. Scénario 100% hypothétique. Mettons que la MLS décide de changer son calendrier puis passer à un calendrier hivernal. Ouais, ce serait incroyable pour moi. On reste, c'est ce que j'allais dire. On reste dans l'hypothétique parce que je te ferai pas parler au nom de la MLS. Ça fait assez de fois qu'on pose la question à tout le monde puis tout le monde botte en touche sans vraiment botter en touche, mais bon. Ouais. Concrètement, ça change quoi? Quel genre de deal se fait plus? Quel genre de deal se fait plus? À quel point ça révolutionne le marché des transferts qui est déjà révolutionné depuis 2-3 ans? Pour moi, ce serait un big game changer. Parce qu'aujourd'hui, on est notre gros marché des transferts, c'est décembre, janvier. Mm-hmm. Et c'est toujours très compliqué d'avoir les meilleures opportunités. Et souvent, on attend du coup le mercato d'été pour avoir les meilleures opportunités. Et toi et moi, on sait très bien que c'est pas facile de faire venir des joueurs en milieu de saison. Il faut s'adapter à cette culture qui est différente, cette culture du foot qui est différente, cette façon de jouer qui est différente, cette façon de voir le football qui est différente. Quand tu vas dans les stades en MLS, les réactions des gens, elles sont différentes de celles d'Europe. Hein. Absolument. C'est assez extraordinaire. Les gens, ils sont assez choqués au début. Et donc, il y a une adaptation qui doit se faire et c'est jamais idéal de faire venir des joueurs en milieu de saison. Donc, je pense que ça nous aiderait énormément pour le recrutement, pour faire des bons deals, parce que souvent, on est un peu bloqué et on se retrouve en décembre, janvier à pouvoir faire des deals limités. On est limité par le nombre d'opportunités qu'on peut avoir. Je te demande pas de nom. Tu peux nous en donner si tu veux. Les situations, les demandes les plus loufoques que tu as vu passer. D'habitude, c'est les agents, là, parce que les joueurs vont faire passer ça sur le dos de l'agent qui n'a jamais peur de demander quelque chose d'un peu fou parce que au pire, ce sera non, puis ce sera lui qui va paraître pour le gars un peu bizarre. Je sais pas si je peux te donner les plus loufoques. Descendre d'une coche, mettons. Parce que là, les gens sont déjà... En fait, je sais pas, c'est peut-être pire ce que tu viens de faire parce que là, les gens ont leur propre imagination qui fait le tour. Si tu veux, alors, la vérité, c'est qu'il y a de tout. Il y a de tout. Aujourd'hui, on est dans un milieu où ce qu'il faut comprendre, c'est que on a des joueurs qui pensent football, qui évoluent de 12 ans à 18 ans dans les centres de formation. Et je te parle plus en Europe qu'ici, parce qu'ici, l'aspect éducatif est extraordinaire. Et c'est pour ça que moi, je pousse les jeunes joueurs en Europe à venir ici, parce qu'il y a l'aspect éducatif qui est très important. Et donc, en fait, il y a de tout. Il y a des joueurs qui sont extraordinaires, qui ont une mentalité extraordinaire, et il y a des joueurs qui sont plus compliqués. Et je vais te dire un truc. Aujourd'hui, quand j'ai des demandes loufoques, la plupart du temps, je dirais 95% du temps, je mets de côté parce que je sais que ça ne va pas marcher en MLS. Parce que c'est trop standardisé en MLS? C'est trop standardisé, mais c'est surtout que pour venir en MLS, si tu penses que c'est facile et que tu vas avoir tout ce que tu veux et que machin, en fait, tu ne vas pas y arriver. Et ça, je l'ai vécu. Je l'ai vu plusieurs fois. Il faut avoir une sorte d'humilité et se dire, voilà, je viens à MLS, peut-être que j'ai évolué à un meilleur niveau que la MLS, mais il faut que je m'adapte à cette ligue. Et si le joueur, il s'adapte, il va devenir un top joueur de MLS. Mais si le joueur, il ne veut pas faire les efforts de s'adapter et qu'il reste dans un comportement loufoque, il ne va pas réussir. Donc, moi, j'ai appris avec mon expérience, ça va faire maintenant 7-8 ans que dès que j'ai des demandes un peu loufoques, je mets de côté. Ça ressemble à quoi, mettons, une demande loufoque? Parce que les gens qui nous écoutent en ce moment, encore là, je pense qu'il y a des trucs qui sont pris pour acquis. Il y en a pour qui ça peut être une maison, il y en a pour qui ça peut être des billets d'avion, puis il y en a d'autres pour qui ça peut être un traitement ultra particulier de leur propre personne. Et de toute façon, la demande loufoque, tu le ressens très rapidement avec ce que le joueur demande comme argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le joueur il est dans une démarche de dire moi je viens à MLS parce que je veux gagner beaucoup d'argent, je sais que ça va pas marcher.
C'est aussi simple que ça. Quand un joueur me dit « Ouais, mais Jérôme, j'ai des offres d'Arabie Saoudite », je dis « Ok, Vas-y. vas-y, parce que je n'arriverai pas à compete. J'arriverai pas. Si tu viens en MLS, c'est pour un projet de vie, c'est pour un projet, tu vois, avec la MLS, il faut pour aider au développement. Aujourd'hui, la ligue est en train de grandir énormément, mais c'est pour t'adapter à cette ligue et y aller à fond. Si le joueur il démarre et il dit ouais, moi je veux y aller que si je touche 10 millions, tu vois, je sais que j'y arriverai pas. Travailles-tu beaucoup avec Toronto? J'ai beaucoup travaillé avec Toronto quand il y avait Tim Bezbatchenko. Ouais, j'allais dire avant Lorenzo Insigne puis Bernardeschi. Et voilà. Encore, je te fais pas parler, c'est mes paroles, pas les tiennes. Écoute, c'est un club que j'adore parce que j'ai fait énormément de choses avec eux. J'ai participé en partie, j'ai aidé un peu sur le deal Giovinco. Ah oui? Ouais, et j'ai ramené beaucoup de joueurs qui ont fait les beaux jours de Toronto, notamment Benoît Chéroux, qui est devenu un joueur très proche. Chris Mavinga était dessus. Chris Mavinga, Ahmed Kantari qui a moins bien fait, tu vois, Damien Perkis, Clément Simonin. Voilà, il y en a vraiment eu beaucoup et c'est vraiment un club que j'aime beaucoup. Mais là, ça a été une période compliquée. J'espère qu'ils vont turn around. C'est fait. Maintenant, il faut qu'ils rebondissent et on espère pour que la rivalité Montréal-Toronto va reprendre et qu'ils refassent partie des clubs importants de la MLS. Tu as déjà dit que tu pensais que la MLS allait devenir, ou avait le potentiel, là, je paraphrase un peu, une des plus belles ligues au monde. Ouais. J'ai été interpellé par le choix de mots dans cette phrase-là. Puis je ne sais pas si c'était à dessein ou tu voulais dire autre chose, mais les Américains se sont souvent positionnés. Don Garber faisait un peu rire de lui. Moi, je riais pas, mais j'étais dubitatif, au mieux. Quand on disait on veut être une des 5 meilleures ligues au monde, on veut être une des ligues qui forment le plus de joueurs sur la planète. Puis on était à des années-lumière de cette réalité-là au moment où on a fait ces déclarations-là. Mais c'était en termes de qualité. Toi, c'est plus subjectif. C'est une des plus belles ligues au monde. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ouais, parce que en termes de niveau sportif, tu sais que ça va pas être simple, mais t'as pas que ça en fait. Le niveau sportif va évoluer, c'est une évidence, mais ce qui se passe tout autour du foot, autour de la MLS, c'est quand même extraordinaire. On voit les infrastructures qu'il y a, les centres d'entraînement qui sont en train de se créer, les stades qui sont en train de se créer, la qualité de vie autour du footballeur en MLS. Aujourd'hui, c'est magnifique. Et quand je compare les infrastructures, les stades, la qualité de vie en MLS avec beaucoup de ligues en Europe, on est déjà top 5. On est déjà top 5. Maintenant, il faut faire évoluer certaines choses pour que le niveau sportif augmente. On est encore une ligue dont le niveau est très hétérogène au sein des équipes. Il faut l'homogénéiser un maximum. Et je pense que cette ligue va devenir une des plus belles ligues au monde. Peut-être pas une des toutes meilleures, mais une des plus belles ligues où les joueurs vont avoir envie de venir. Travailles-tu pour... En ce moment, est-ce que tu travailles exclusivement, toi, avec la MLS? Ouais. Exclusivement. Puis est-ce qu'on tire sur ta manche une fois de temps en temps pour dire hey, viens travailler avec nous? Parce que la réalité d'entité unique, comme on le disait tout à l'heure, fait en sorte que la MLS, la Serie A ne fonctionne pas de la même manière. Tout le monde fonctionne dans son petit village. Mais il n'y a pas de club qui viennent cogner à ta porte des fois? Ou? Club européen? Ouais. Écoute, si je suis en contact avec beaucoup de clubs. Aujourd'hui, je suis dans une situation qui est assez extraordinaire. On développe Socceroof. On est en train d'un peu révolutionner ou disrupter le monde du football en l'amenant dans les grandes villes. Et c'est un projet qui est magnifique. Tu vois, c'est trop bien de pouvoir donner l'accès au foot à tous les Nord-Américains dans les grandes villes. Pour ceux qui se demandent, Socceroof, c'est du foot à 5. Ouais. Dans les milieux urbains, c'est presque un euphémisme. Là. Quand tu es sur un rooftop. Super urbain. Ouais. Exactement. Comment ça a commencé, ça? Écoute, je vais te raconter. Je finis juste sur le sujet, sur ta question. Si tu veux, aujourd'hui, j'ai Socceroof. J'ai une position à MLS qui est assez extraordinaire de représenter plus les clubs que les joueurs. Ça, c'est génial, tu vois, c'est un peu unique dans le marché des agents, des structures comme ça. J'ai les universités américaines, je change la vie de plus de 400 jeunes joueurs
athlètes chaque année qui partent d'Europe et qui obtiennent des bourses dans les universités américaines. Voilà, j'ai un positionnement qui fait que on peut m'offrir on m'a offert beaucoup de positions dans des clubs, même en MLS. C'est beaucoup à sacrifier. Et tu vois, je le prends même pas en compte parce que je suis dans un truc que j'adore. J'ai trois projets qui sont extraordinaires. Développer le recrutement en MLS, développer Socceroof et aider les jeunes. Il y a une partie un peu sociale, aider les jeunes à changer leur vie, qui sont dans des situations compliquées. Donc, tu vois, pour rien au monde, je changerais ça. Et donc, on parlait de Socceroof. Tu vois, avec mon positionnement de consultant MLS, en fait, il y a le fondateur du Five. Le Five, c'était une des plus grandes structures de foot à 5 en France. Et qui a vendu sa société et qui me dit, c'est Jean-David Tartour, et il me dit, écoute, tous les chemins du foot me mènent à toi, il faut que je te parle, il faut que je te rencontre, viens me voir en France quand tu es là, on se voit. Et il me dit, je veux monter le même concept aux États-Unis, qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu étais déjà installé aux États-Unis? Moi, j'étais consultant MLS, c'est 2017, tu vois, 2016. Okay. J'étais déjà, et je dis, d'une part, c'est une fantastique idée, d'autre part, je veux en être. Donc, je veux qu'on crée la société ensemble, on va lever des sous ensemble et on va créer ce concept ensemble. Et il m'a dit, ah, génial, super. On s'est très vite devenus comme des frères et on a trouvé le premier centre à New York sur le rooftop d'un building de 8 étages à Brooklyn, dans le sud de Brooklyn, tu vois. Et voilà, on est arrivé, tout le monde nous a dit qu'on était des fous complets parce que on était dans un endroit de Brooklyn qui se gentrifiait pas encore, tu vois. Okay. C'était vraiment industriel. Et en fait, on a créé ce premier centre et ça a très vite cartonné. Est-ce que c'est à l'année? Parce que c'est rooftop. Là, c'est... En fait, tu as un rooftop où il n'y a pas de terrain, mais où tu peux faire de l'événementiel, des bars et tout ça. Et les terrains sont à l'intérieur. OK. Donc, tu as 10 terrains de 5 contre 5 qui sont à l'intérieur et très vite, ça a cartonné. Ça a été un succès total. Tous les New-Yorkais voulaient jouer au foot et c'est là où tu t'es rendu compte que ce que tu disais, c'était vrai, c'est que les gens, ils veulent jouer. Et comme le foot est un peu un sport nouveau en Amérique du Nord, il n'y a pas les terrains, il n'y a pas les infrastructures. Mais déjà à New York, il n'y a pas de terrain. Hein? En plus, à New York. Tout court. Si tu veux. Et donc, on s'est dit, voilà, il faut qu'on y aille. Et après, assez rapidement, tu vois, on finalise la création de ce centre en 2018 et puis tu as Covid qui arrive. Et le Covid, c'est la fin du monde pour nous. Ouais. Parce qu'on paye un rent à New York, je te laisse imaginer combien ça coûte. Prix de New York. Non, prix de Brooklyn, c'est un gros rabais. Ouais, c'est pas un gros rabais. Et derrière, le Covid arrive et tu vois, on n'a plus d'activité. Et en fait, on s'est démené comme des fous par notre réseau new-yorkais. On a réussi à devenir la première salle de sport à New York à réouvrir parce qu'en fait, on avait des fenêtres partout. On était sur un rooftop. Vous étiez dehors, l'air passait. Ouais. Donc, tu vois, les autorités de santé nous ont accepté le reopening. On a survécu. Et derrière, on a développé à fond. On a créé un autre à Brooklyn, un autre dans le Queens, à Long Island City, New Rochelle. Après, là, on vient d'ouvrir la semaine dernière Wall Street, qui est le premier centre indoor de Five-A-Side à Manhattan. On est venu à Montréal. On a réussi à s'associer avec Guillaume Sarus, qui avait créé un centre District 5, tu sais. Et donc, on a réussi à faire un beau partenariat. Et donc, maintenant, on ouvre la salle. On ouvre dans 2 jours la salle qui va être un centre magnifique. On enregistre mercredi après-midi en raison de ton horaire présidentiel. C'est tout à fait correct comme ça. Mais vendredi, vous avez un événement là aussi vendredi, on a cool, un grand opening avec plein de monde. Ça va être génial. Vous êtes les bienvenus, bien sûr. C'est top de vous avoir. Et le centre, il est magnifique. Allez le voir parce qu'il est trop beau. Il y a 6 terrains, des beaux terrains. C'est des terrains qui sont même plus grands que ce qu'on fait à New York parce qu'il y avait un bel espace. Et on est trop contents. Ça va être génial. Et on n'a pas fini à Montréal. On va continuer parce que c'est vraiment une ville de foot et c'est une ville où on adore être. Et on a envie de donner ces opportunités de pouvoir jouer au foot tout le temps à tous les gens à Montréal. Ça... Tu sais, on parle depuis, je sais pas, 45 minutes.
il y a beaucoup, beaucoup d'aptitudes qui doivent exister ou être développées pour œuvrer dans les domaines où tu œuvres. Ça va de la négociation au pitch de vente, à la vision, à la capacité à créer des relations qui perdurent dans le temps. Ça vient de où, ton héritage familial? C'est quoi? Est-ce que tu ramasses ça à la maison? Écoute, est-ce qu'à un moment donné, à l'école, tu arrives aux États-Unis et tu te dis, OK, il y a la fibre entrepreneuriale qui embarque? Je vais te dire un truc, j'avais pas du tout la fibre entrepreneuriale au début. Moi, je viens d'une famille qui est... mon père est ingénieur, ma mère professeure de danse, chorégraphe. Donc, mais mon père était fan de foot, fan de tennis. Il a toujours joué beaucoup au football. Il a eu une grande carrière d'ingénieur. Ma mère a été une super chorégraphe, professeure de danse. Et donc, j'ai baigné dans les grandes études et le sport en même temps. Et c'est ce que j'ai fait en France. En fait, j'ai eu la chance de jouer à un bon niveau dans les clubs parisiens. J'ai fait une prépa, Mathsup, une grande école d'ingénieur à Paris, qui m'a donné probablement, tu vois, pas mal de choses pour ce que je voulais faire. J'ai fait un beau master en finance à la Sorbonne. Donc voilà, ça m'a donné pas mal d'acquis, tu vois, pour tout ça. Et ma carrière, elle était destinée à aller travailler à la Banque mondiale à Washington. J'avais un job là-bas. Et en fait, c'est quand je suis parti jouer au foot en université, je me suis dit, mais pourquoi tu vas t'emmerder, à aller dans la finance? Parce que ton kiff, c'est le football, c'est le sport. Va monter un truc dans le sport. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui me disent va, réalise ton rêve, fonce, on te soutient. Mon père a même mis un peu de sous dans ma société au début. Je me suis associé avec un ami. Et en fait, voilà, c'est ça qui a fait que je me suis lancé là-dedans, quoi. Mais je me suis lancé à l'aveugle. Tu vois, quand je lance la structure, je suis dans ma chambre étudiante. Je réponds aux parents d'élèves. Je suis à côté de mon roommate. Et je réponds, je dis oui, ils me prennent pour une vraie société. Si Elite Athletes International. Exactement. Tu vois, oui, on est une global company. Et en fait, c'est arrivé comme ça, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de chances d'avoir été au bon endroit au bon moment. Et puis après, avec tes acquis, de pousser un peu le truc et ça donne ça, quoi. Le jour avant que ça commence, puis il n'y a peut-être pas une journée en tant que telle, là, quoique c'est peut-être une journée mémorable ou à oublier dans ta vie par moment en fonction de comment ta journée se passe. Si tu avais su tout le travail que ça prend puis toute l'incertitude qui s'en venait, aurais-tu eu le courage de le faire quand même? Ah ouais, à 200%. Ouais? Même pas à 200%, à 500%. Bien sûr, je réalise un rêve aujourd'hui. Je réalise un rêve, je suis dans un monde que j'adore. J'ai eu toujours cette frustration de pas passer professionnel. J'avais pas du tout le niveau pour passer professionnel, mais quand t'es gamin, t'as l'impression que t'as le niveau pour être professionnel. Donc, l'as-tu encore aujourd'hui? Mettons que je te vois jouer au Soccer Roof sur Wall Street, là, y a-tu le petit gars frustré? Je me débrouille pas mal pour un mec de 40 ans, mais écoute, non, mais tu vois, c'est extraordinaire, c'est cette vie dans le sport. Voilà, c'est un rêve pour moi. Et puis de pouvoir en faire profiter à tous ces gens à travers l'agence, à travers les universités, à travers Soccer Roof. Voilà, c'est génial. Tu vas toucher des millions et des millions de personnes, en fait. Et c'est ça qui est incroyable. Si tu avais un conseil à donner à une jeune ou un jeune qui est cégep, université, début de carrière, peut-être même plus jeune que ça, qui a cette attirance-là vers créer des connexions, parce que de ce que je comprends, les relations que tu as créées en France, bien avant que ton idée de partir une agence prenne vie, t'ont beaucoup servi pour ne serait-ce que lancer la navette spatiale. Qu'est-ce qui a fait que tu as été capable de faire ça? Qu'est-ce que quelqu'un qui veut entretenir des relations pour peu importe la vision, là, que ce soit en affaires, que ce soit juste pour un cercle d'amis, du networking, des organismes quelconques. Qu'est-ce qui a fait la clé de ce succès-là, tu penses? N'hésite pas à écouter les gens, à garder les relations, que ce soit des top levels comme le plus bas possible. Je te donne des exemples de petits jeunes agents qui m'ont contacté il y a 10-15 ans, auxquels j'ai répondu, et maintenant, c'est les plus grands agents. Je te donne l'exemple de Badou Sambagé. On était en contact, il démarrait sa carrière et on a gardé le contact, et maintenant, c'est un des plus gros agents en Europe. Puis là, tu te dis, j'y avais répondu comment, lui, déjà? Ouais, tu dis ça, mais c'est exactement ce que je conseille aux jeunes. C'est
voilà, connecte avec tout le monde, écoute tout le monde, et moi, je me suis toujours efforcé de répondre à tout le monde. Ça, c'est super important. Blanking people, c'est le worst qui peut t'arriver. C'est difficile. C'est très difficile de répondre à tout le monde. Parfois, tu n'y arrives pas, mais je me suis vraiment efforcé à le faire. Et puis, suivre les bonnes personnes. Suivre ton instinct, suivre ton gut feeling sur les gens. Et il y a un truc que mon père m'a toujours conseillé, c'est toujours être éthique, toujours garder la morale, parce que dans son métier, il aurait pu être détourné plusieurs fois. Moi, dans mon métier, on peut être détourné plusieurs fois parce qu'il y a des gens qui peuvent penser qu'il y a de l'argent facile à se faire. Et si tu arrives à garder toujours la morale et faire du bon travail, les gens vont t'appeler. Et en fait, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est que j'appelle plus les gens. Pas après. Les gens m'appellent. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est le conseil que j'ai à donner, c'est que si tu fais bien ton travail et que tu es fair, et qu'il y a des situations où tu prends pas d'argent, mais tu aides, et ben derrière, les gens, ils te rappellent. Et ça, pour moi, c'est le conseil le plus important. C'est comme ça que tu lastes long dans ce système du foot qui est un système très dur. Ben, très dur et enivrant quand ça va bien aussi, je présume. Ouais. Comment on garde, tu sais, avec l'argent, avec le statut des gens que tu côtoies, des gens qui ont peut-être intérêt à t'amener souper au caviar, champagne parce qu'ils veulent quelque chose de toi, parce que tu es une entrée à quelque... Comment on garde les pieds sur terre? Comment on évite de tomber là-dedans? Moi, c'est mon entourage. Mon entourage, j'aurais... tu vois, quand je suis avec eux, je suis rien du tout. Rien du tout. Je suis le petit Jérôme qui a grandi avec eux. Et voilà, c'est mon père qui est maintenant décédé, mais qui m'avait vraiment éduqué sur le fait que voilà, fais tout de la bonne manière, tu vois. Mon père, il m'expliquait, il négocie les plus grands contrats engineering entre nations. Les gens venaient lui apporter des montres et des choses comme ça. Il donnait tout à sa secrétaire. Tout. Et il m'a dit, fais la même chose. Il m'a dit, n'accepte rien. N'accepte rien. Pour toi. Et parce qu'en plus, si tu acceptes quelque chose, les gens, ils vont te contrôler. Et j'ai toujours ça en tête. Et voilà. C'est comme ça que ça m'a gardé dans le bon chemin et que les gens me rappellent en se disant, voilà, ils vont pas, si j'appelle Jérôme, il va pas me la mettre à l'envers. There's no such thing as a free lunch. Exactement. As-tu une ou deux personnes en tête? Tu sais, tu as dealé avec tellement de joueurs, que ce soit quelqu'un avec qui tu as fait affaire pour la MLS, avec qui ça a fonctionné ou non, et tu disais, wow, cette personne-là avait tout pour nous prendre de haut, se présenter de manière hautaine, puis au contraire, c'est la personne la plus cordiale, droite. Ouais. Hugo Lloris. Ah ouais? Ouais. Et je dirais même Olivier Giroud aussi. Des personnes extraordinaires. Tu te dis, tu comprends pourquoi ils sont arrivés à ce niveau de carrière jusqu'à cet âge. C'est parce que les mecs sont d'une humilité extraordinaire. Ça se manifeste. Extraordinaire. Ça se manifeste comment, ça? Parce qu'ils sont à l'écoute. Quand tu parles, ils ne parlent pas que de eux. Ils te posent des questions sur toi. C'est important, ça. C'est vraiment... et que voilà, ils sont humbles. Quand tu vas au resto, tu te bats pour essayer de payer le resto, alors que, tu vois, normalement, c'est le club ou c'est les représentants de la ligue. Ben non, ils sont là. Et ça fait plaisir de t'accueillir. Ils sont polis, ils sont humbles. Voilà, c'est des gens incroyables. Mais Didier Drogba était extraordinaire. Je l'ai moins côtoyé, j'ai plus côtoyé ses agents, mais il a côtoyé beaucoup de mes proches et c'était aussi quelqu'un d'extraordinaire. Est-ce que tu as déjà eu, et si c'est le cas, quand est-ce que ça a disparu, si c'est parti, un sentiment d'imposteur parmi ces gens-là? Quand tu commences à 24 ans puis ton premier deal, c'est Ronaldinho, on s'entend que... Ouais, bien sûr. Mais même sur le deal Drogba, tu vois, à un moment donné, même les agents, ils me disent, mais attends, il faut que tu m'expliques... Vous êtes qui, vous? Ouais, on se connaissait, mais ils me disaient, est-ce que, tu vois, bien sûr, au début, tu es sur des deals, tu te dis, qu'est-ce que tu fais là? Bien sûr. Évident. Et c'est pour ça que tu dois montrer que tu aides, quoi. Tu as de la plus-value. C'est important, que tu as de la plus-value, sinon tu sers à rien. Quand est-ce que tu as été 100% convaincu, toi-même, de ça, que tu en avais de la plus-value? Parce que là, je veux dire, ta feuille de route parle d'elle-même. Écoute, je pense que ça fait maintenant 4-5 ans que je suis convaincu que quand je suis sur des deals, je peux aider toutes les parties. Vraiment. Et que je suis convaincu que voilà, je peux vraiment aider les clubs à leur économiser de l'argent, leur faciliter les deals. On l'a encore vu là dernièrement avec Columbus où j'ai aidé
deal du joueur qui venait d'Égypte. Par mon réseau, on a réussi à aider qu'il sorte du club égyptien. Voilà, non, c'est assez récent parce qu'effectivement, tu te retrouves dans un truc où tu es dans des négociations, c'est incroyable, quoi, tu vois. Fait que dans le fond, tu es en train de me dire que la COVID, ça a servi à quelque chose. Là. C'est à peu près là que ça s'est passé. Ouais, peut-être. Tu lisais un livre tout seul à New York. Tu n'étais pas capable de sortir de chez vous. Ouais. En terminant, je m'en voudrais de ne pas te parler du CF Montréal. As-tu d'ailleurs des contraintes de... Je suis en train de mettre une prémisse pour savoir où on va s'en aller avec cette question. Non, mais la Ligue, est-ce qu'il établit, pas des bâtons dans les roues, là, mais est-ce qu'il établisse un genre de code d'éthique de là où tu peux aller, là où tu peux pas aller dans ton commentaire éditorial? Parce qu'à quelque part... Jamais. Non? Jamais, parce que je pense que j'ai jamais fait de conneries. OK. Ça tente qu'on essaye? Parce que... non, mais tu vois... Je fais attention à pas sortir des choses qui doivent pas être sorties au bon moment. Il y a eu une erreur, j'ai fait une erreur assez drôle, je peux te la raconter, c'est une anecdote sur la signature d'Olivier Giroud. Donc le deal prend un peu de temps et on arrive à faire en sorte que ça se fait. On signe à Milan, mais personne ne parle de rien. Personne n'est au courant de rien. D'accord ? Et donc, au bout de 4-5 jours, il y avait 2-3 choses, des détails à finaliser. Au bout d'une semaine, tout est bon. Les détails administratifs sont signés. Et j'appelle l'agent. Je dis tout est bon, c'est OK, on peut mettre sur les réseaux sociaux, c'est bon, c'est finalisé. Ouais, pas de souci. Et en fait, je crois qu'il comprend mal ma question. Et je poste sur Instagram la signature et la photo que j'ai sur mon Instagram de Olivier Giroud avec moi, avec signature. Et là, j'ai Fabrizio Romano qui me reprend, que je connais bien, qui tu vois, qui sait que... Et qui me reprend, qui me dit ça, et qui poste, et le monde entier voit cette photo. Et en fait, je me fais un peu taper sur le doigt par Los Angeles FC qui voulait annoncer les premiers. Et donc j'ai vite annulé. J'ai dit à Fabrizio, s'il te plaît, enlève-moi cette picture, laisse Los Angeles faire en premier parce qu'il y a quand même un enjeu de com. Donc c'est une des seules erreurs que j'ai faites. Sinon, je fais vraiment attention à laisser faire les gens et puis aller dans le sens de tout le monde. Quoi, puis s'il y a un amplificateur dans cet univers-là de médias sociaux de foot, c'est bien... Il est bon. Fabrizio Romano. Il est fort. Le CF Montréal, les profils que tu vois en ce moment avec la version, on va dire 2026, là, parce que la fenêtre des transferts va servir à ça, c'est quoi les genres de profils où tu te dis, moi, je regarde un peu partout sur la planète, je vois les joueurs qui sont intéressés à venir, les besoins de différents clubs? Écoute, on en a pas mal parlé avec la famille Saputo. Toi, tu parles directement avec eux? Il y a des brainstorms ou des... Il faut que... Tu vois, ils sont en train de définir un petit peu les profils, puis je les laisserai répondre sur le sujet, mais je pense qu'il y a une vraie ambition de créer un beau projet autour des jeunes, encadré par des profils d'expérience, tu vois, mais vraiment créer un beau truc, tu vois, un bel équilibre avec des profils à potentiel jeunes, et ça, je trouve ça génial, et encadré par des top profils d'expérience, tu vois. Et donc moi, avec mon réseau sur le foot francophone, tu vois, rechercher un peu des profils de ce type-là, mais voilà, on va en parler, on va continuer à affiner un petit peu les recherches, mais je les laisserai plus en discuter eux. Je sais pas à quel point, j'allais dire, à quel point tu as vu Efrain Morales jouer. Il a joué 17 matchs, je pense, chez les pros, puis 8 ou 9 en sélection. L'as-tu vu jouer un peu ou moins? C'est-à-dire? Efrain Morales avec... Je l'ai vu jouer un peu, ouais. Ces genres de joueurs-là, à quelle vitesse tu peux voir? Parce que moi, j'essaye de m'auto-réguler avec lui. Parce que j'ai l'impression que c'est un gars qui est arrivé en patron. Il y avait 5 matchs de jouer avec Atlanta avant de débarquer à Montréal, mais il se présente comme un gars qui en a joué 50, si c'est pas 75. En équipe nationale, il passe de 0 à 90 minutes tous les matchs, incluant aller battre le Brésil pour se qualifier pour le tour suivant. À quel moment tu lâches le frein à main pour des gars comme ça, puis tu te dis non, il est juste spécial. On n'est pas obligé d'attendre
le coin de la rue où finalement on va trouver une embûche ou un Tu veux problème. dire dans le recrutement avant qu'il arrive en MLS? Non, quand tu les vois en MLS, puis tu dis, ouais, OK. Je vais te dire un truc. C'est quoi l'échantillon qu'il faut que tu te donnes, en fait? C'est plus le club qui me fait le feedback. C'est pas moi qui vais dire... En voyant? Si, je le vois, si tu veux, mais aujourd'hui, t'as pas le temps de voir tous les matchs, t'as pas le temps d'être là entre les voyages que tu dois faire en Europe et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment les feedbacks des clubs qui sont les plus importants. Tes meilleurs scouts, c'est les gens qui coachent les joueurs tous les jours. C'est les directeurs sportifs, c'est les scouts qui te disent voilà, là c'est top, là j'ai besoin de ça, tu vois, j'ai besoin d'un mec où ça va tu vois, click like that. Le temps file, je le répète, tu es sur le décalage horaire ou pas encore sur le décalage horaire. Et puis il y a un match important là. Ça dépend qui s'en vient. Champions League. Oui, mais là, c'est ça. Là, il faut que je te laisse là, parce que ça s'en vient dans quelques minutes si c'est pas là. Oh là, c'est le coup d'envoi. Ouais, c'est ça. Juste en terminant, les gens qui veulent profiter de Soccerouf, on en parlait tout à l'heure, je présume qu'il va y avoir des opportunités. La salle, ça doit pas être booké pour l'année déjà instantanément. Non, les gens font comment? Non, l'idée, c'est vraiment de le rendre le plus accessible possible. On a un site internet soccerroof.com ou .ca peut-être ici. Aujourd'hui, il y a plein de terrains accessibles. Il y a 3 facilities. Celle de la salle, il y a 6 terrains, donc il va y avoir de la place. Ça va être génial. Les terrains sont magnifiques. Le centre est magnifique. On est en train de réfléchir à ouvrir un 4e centre bientôt. Donc, n'hésitez pas à venir voir le centre. N'hésitez pas à venir jouer au foot. N'hésitez pas à devenir les meilleurs joueurs qu'on va signer en MLS ou en université américaine. On attend tout le monde, les meilleurs joueurs comme les moins bons, parce que c'est ça la force du Five-A-Side, c'est que tout le monde peut jouer. Mm-hmm. Tu peux jouer avec tes enfants et have fun. Tu peux jouer masculin, féminin and have fun. Tu peux jouer old, young, have fun. Et c'est ça l'important. Je pense que c'est le plus important dans le football, c'est having fun. Et c'est l'important et c'est pour ça qu'on fait ça. C'est la version pickleball du soccer. Ouais, c'est comme ça nivelle tout le monde, ça permet à tout le monde de jouer en même temps. Exactement. Jérôme Herry, ça a été un grand plaisir. Merci d'avoir pris le temps en débarquant de l'avion. C'est super, super apprécié. Puis on vous souhaite un excellent lancement vendredi. Merci, trop cool. À bientôt. À bientôt.